Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va commencer. On va commencer peut-être en se présentant, comme ça va laisser le temps aux personnes qui ne se sont pas encore connectées de se connecter. Donc déjà, bienvenue sur la plateforme des webinaires Mes réponses sur la fertilité, qui sont organisés par la Société européenne de fertilité. Donc juste un petit rappel, la Société européenne de fertilité, elle a pour mission, pour objectif de soutenir, de sensibiliser, d'éduquer les futurs parents pour qu'ils puissent prendre les décisions éclairées avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire des choix qui sont parfois difficiles. Et donc pour ça, on invite régulièrement des experts pour venir nous partager donc leur savoir et leur expérience sur différents sujets de la PMA. Donc aujourd'hui, on va parler de l'impact de l'adénomiose et de l'endométriose sur les fausses couches à répétition. Moi, je suis Stéphanie Tout-le-Monde, je suis coach en fertilité, je propose un accompagnement émotionnel des protocoles de PMA. Et aujourd'hui, nous avons avec nous la doctoresse Garcia de la clinique Tambre en Espagne. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour parler de ce sujet donc de l'adénomiose et de l'endométriose. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Donc, docteur Garcia va d'abord faire une présentation du sujet avec voilà, tout ce qui se sait en termes médicaux sur l'adénomiose, l'endométriose et leur impact sur les fausses couches et sur les échecs d'implantation. Pendant cette présentation, je vous invite à noter dans le chat toutes les questions que vous avez sur le sujet et surtout, ne vous freinez pas, posez vraiment toutes les questions à la fin de la présentation. On prendra un moment avec le docteur Garcia pour pouvoir répondre à vraiment toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Ça ne gênera pas, au contraire, ça rendra l'échange plus riche et plus intéressant pour vous. Donc, ce que je vous disais, c'est que le webinaire est enregistré et il sera disponible sur la plateforme Mes réponses sur la fertilité dès demain. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à notre collaboration technique avec ClickMeeting. Voilà, donc moi je vais vous laisser avec le docteur Garcia. Je vais éteindre mon micro et ma caméra, mais je serai toujours là et je vais récolter vos questions au fur et à mesure et je les poserai à la fin de la présentation au docteur Garcia. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, alors, aujourd'hui, on va parler de l'adénomiose et de l'endométriose et voilà aussi des impacts de ces pathologies sur les fausses couches à répétition. Alors, on va faire en révision de qu'est-ce que c'est l'adénomiose et l'endométriose. Après, on va parler de symptômes et diagnostics de cette pathologie. L'impact de l'endométriose et de l'adénomiose sur la fertilité. Des options de traitement pour l'adénomiose et l'endométriose. La préparation de l'endomètre pour améliorer les chances d'implantation et des grossesses et gestion des symptômes pendant la grossesse. Alors, l'objectif de la présentation, c'est examiner les effets de l'adénomiose et de l'endométriose sur la fertilité, en particulier les fausses couches à répétition et les échecs d'implantation. Et les points principaux seront parler de qu'est-ce que c'est adénomiose et endométriose, symptomatologie et diagnostic, impact sur la fertilité et des options de traitement.
Alors, l'endométriose, c'est une présence de tissu endométrial à l'extérieur de l'utérus, comme les ovaires, la cavité pelvienne. Ça peut affecter 15% des femmes en âge de procréer. Et des origines inconnues peuvent donc influir, comme par exemple facteurs génétiques, immunologiques, hormonaux. L'adénomyose, c'est la croissance de cette tissu endométrial sur le myomètre, c'est-à-dire sur la paroi du muscle de l'utérus. C'est associé surtout à douleurs menstruelles intenses et cycles menstruels irréguliers et souvent est lié à difficulté pour implanter ou encore avoir des fausses couches à répétition. Des symptômes de l'endométriose, de l'adénomyose, donc ça peut venir douleurs menstruelles intenses, règles abondantes et irrégulières, douleurs pendant le rapport sexuel et changement dans aussi le transit intestinal. Des symptômes pourront être étudiés par échographie gynécologique pour confirmer s'il y a des kystes ou des autres lésions visibles. Aussi, un IRM donc, peut nous aider, surtout dans le cas où on n'arrive pas à trouver une échographie 3D des experts professionnels qui peut donc diagnostiquer ça. Et voilà, le diagnostic donc, final, c'est le diagnostic par laparoscopie. Mais par contre, on ne va pas donc procéder à faire une laparoscopie juste pour faire donc la diagnostic. Donc, on va éviter le maximum faire une chirurgie juste pour la confirmation d'endométriose ou adénomyose. Environ 50% des femmes ont endométriose qui peut donc affecter leur conception. Et l'adénomyose n'affecte pas la qualité des ovules, mais affecte la capacité d'implanter de l'embryon et modifie l'environnement utérus pour pouvoir avoir une grossesse évolutive. Comment est-ce que ces deux choses affectent notre fertilité? Donc, l'endométriose va réduire la réserve ovocytaire et la qualité. Aussi, il peut avoir des adhérences sur les trompes qui feront la difficulté pour les rapports sexuels, donc la grossesse naturelle. Il peut avoir aussi d'inflammation chronique à l'utérus qui peut donc difficulter l'implantation. Et aussi, il y a des études qui nous parlent de l'altération de la réceptivité. Il y a différents traitements pour travailler pour l'amélioration de l'endométriose et de l'adénomyose. Sur l'aspect de la fertilité, ce qu'on va essayer, c'est diminuer le maximum l'approche chirurgicale parce qu'il y a toujours un risque d'enlever des ovules qui ne sont pas affectés ou de encore faire des autres problèmes comme une problématique à l'utérus. Donc, la chirurgie va être la dernière solution. Et sinon, on va se concentrer sur les médicaments pour faire la gestion du douleur et la suppression hormonale. Parce que normalement, l'endométriose, l'adénomyose, voilà, à partir de 35 ans, 40 ans, il y a un impact plus fort de pouvoir avoir un adénomyose ou une endométriose plus agressive que à l'époque voilà, de
l'âge de 20 ans. Mais par contre, quand la ménopause arrive, comme il n'y a pas donc des hormones d'estradiol libérées par nos ovaires, donc la probabilité de sécher les lésions de endométriose et adénomiose, c'est beaucoup plus forte. Donc normalement, il y a moins endométriose, adénomiose dès qu'on commence à avoir la périménopause. Donc il y a un principal traitement qu'on pourra utiliser, que sont donc la pilule contraceptive avec juste progestérone en continu. Et pour se préparer l'utérus et avoir la maximum implantation, on va faire les blocages de règles avec les agonistes, donc d'injection intramusculaire pour faire une induction de la ménopause. Et normalement, c'est minimum 3 mois. Il y a différents traitements de fertilité qu'on peut donc orienter à nos patients affectés de endométriose. Voilà, on commence toujours pour patients jeunes qui n'ont pas une longue histoire d'endométriose et que c'est juste en endométriose légère, mais qui continue toujours avec donc une bonne réserve ovarienne, un âge favorable de moins de 35 ans. Donc, c'est possible de commencer avec insémination artificielle. Mais surtout, la solution va être faire en FIV-ICSI pour donc aider à nos patients avec réserve ovarienne réduite et qualité ovocytaire donc diminue, faire un FIV-ICSI. Pour des patients avec endométriose ou adénomiose sévère, on va donc s'orienter vers les dons d'ovules. Alors, comme la réceptivité et l'environnement à l'utérus peut être aussi altéré par rapport à l'adénomiose, il y a des patients que sur le contexte d'échec implantatoire, on lui recommanderont faire une étude de la fenêtre d'implantation, la réceptivité, avec le test TIME. C'est reproduire un cycle de transfert et au lieu de mettre l'embryon, de faire le transfert, on prélève une part de l'endomètre en biopsie. Ce n'est pas nécessaire une sédation. On peut le faire donc normal à la salle pour étudier les profils génétiques parce qu'il y a une association dans quelques études qui parlent d'altération de la fenêtre implantation avec des patients avec l'adénomiose. Aussi, on peut donc exclure des altérations comme infection et altération du microbiome avec le test META. Et voilà, pour des patients qui vont étudier le 2, on peut faire TIME et META en parallèle. Aussi, on recommande, même que pour tous nos patients, étudier le niveau de progestérone avant de transfert pour nous rassurer s'il y a donc la nécessité d'augmenter les dosages de progestérone. Alors, pendant la grossesse, les symptômes de l'endométriose et de la dénomiose diminuent souvent parce que normalement, le niveau d'estradiol va augmenter jusqu'à la semaine 2, mais après non. Et c'est aussi recommandable faire donc un allaitement voilà, le plus prolongé possible parce que ça va être la situation plus favorable pour faire que l'adénomiose et l'endométriose ne continuent pas. Et c'est toujours une possibilité d'avoir de récidive après la grossesse. Et bien sûr, on devra donc contrôler et continuer avec les monitorages de nos patients avec leur gynécologue. C'est très important de faire un suivi médical personnalisé, individuel, grâce à nos avances à la clinique Tendrelle.
un diagnostic précis et un traitement adapté peut signifier des taux de réussite plus forts et améliorer aussi les chances de conception naturelle. L'adénomiose et l'endométriose, bien que complexes, peuvent être donc gérées efficacement pour permettre aux patients de réaliser le projet de maternité, même si ça va être plus compliqué que par rapport à ces patients qui n'ont pas ce type de problème. Merci beaucoup de votre attention et je reste à votre disponibilité. Alors, voilà. Merci beaucoup pour, je pense qu'il y aura des questions. On en a déjà reçu quelques-unes. N'hésitez pas, donc les personnes qui participent, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. Alors, le webinaire est enregistré, comme je disais tout à l'heure, mais votre anonymat est conservé à tout moment. Donc, les questions sont faites de manière anonyme dans le chat en bas à droite de l'écran. Moi, j'ai une première question. Si j'ai bien compris, docteur, la différence au niveau de la fertilité ou des problèmes de fertilité et de fausses couches, l'endométriose et l'adénomiose, elles jouent sur des facteurs différents, non? L'endométriose, ça va être plus sur la qualité des ovocytes, si je comprends bien, et l'adénomiose sur l'implantation. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un peu simpliste ce que je dis? Exactement, exactement. C'est comme vous avez dit, donc principalement adénomiose, c'est pour l'implantation. Endométriose, principalement, c'est pour la qualité des ovules. D'accord. Ok, d'accord. Quel est alors je lis les questions, hein. Quel est le pourcentage de fausses couches avec de l'adénomiose? Alors, les fausses couches, donc c'est beaucoup plus forte. Normalement, on va dire que c'est 10-20% supérieur que par rapport à voilà, le possible groupe d'âge. Et alors, la probabilité de succès, c'est réduit. Si par exemple, on parle en général pour les dons de vol transfert en possibilité d'accroche de 65%, je parle pour mes patients que d'adénomiose moyenne ou sévère, la probabilité va diminuer à moins de 50% par tentative pour voilà, ces difficultés d'implanter. D'accord. Donc, on passe de 65 à moins de 50%, c'est ça, par transfert? Exactement, par transfert. Ok. Est-ce que l'adénomiose et l'endométriose sont liées? On entend beaucoup parler d'endométriose, c'est vrai, mais moins d'adénomiose. Est-ce qu'une femme présentant de l'endométriose a plus de chances d'avoir également de l'adénomiose? Exactement. Si nous avons de l'endométriose, c'est voilà, très nécessaire à exclure les diagnostics d'adénomiose parce que voilà, les traitements, c'est différent, l'impact, c'est voilà, différent. Donc, c'est vrai que l'endométriose nous réduit beaucoup la qualité, nous difficulte pour faire la fibre, pour même la ponction des ovaires, pour obtenir de beaux embryons, mais après l'adénomiose peut difficulter pour l'implantation. D'accord. Mais donc, une femme qui a de l'endométriose a plus de chances d'avoir de l'adénomiose que c'est lié, ça va ensemble. Exactement. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire avoir les deux choses ensemble. Il y a des patients qui ont juste l'adénomiose, il y a des patients qui ont juste l'endométriose, mais surtout sur des patients qui ont l'endométriose, on doit donc faire des efforts pour exclure si jamais il y a un adénomiose en parallèle. Oui. Ok, d'accord. Si l'on a recours à un don d'ovocytes en cas d'endométriose, parce que c'est vrai que c'est la solution la plus radicale, en fait, vu que l'endométriose affecte la qualité des ovocytes,
Donc, si l'on a un recours à un don d'ovocytes en cas d'endométriose, les chances de réussite sont-elles les mêmes que pour une femme sans endométriose ou y a-t-il quand même un risque accru de fausse couche? Pour les dons d'ovule, Oui, si on a recours à un don d'ovule en cas d'endométriose, est-ce qu'on a quand même plus de risque de fausse couche que quand on n'a pas d'endométriose? s'il n'y a pas d'adénomiose, s'il n'y a pas, alors la probabilité c'est très bonne. Il n'y a pas un risque de fausse couche supérieur. D'accord. En fait, les fausses couches de l'adénomiose, elles sont liées à l'utérus et à l'implantation, et les fausses couches de Et l'endométriose à une qualité ovocytaire. exactement. Alors, c'est la raison par laquelle je conseille à tous mes patients de faire un écho 3D pour bien exclure sur voilà, des échographistes experts parce que c'est pas voilà, une formation générale de tous les gynécologues pour pouvoir identifier des lésions d'adénomiose. Alors, c'est très important d'identifier ça pour pouvoir parler de la probabilité d'accroche et pouvoir aussi donc discuter par rapport à voilà, les traitements pour les transferts. D'accord. Ok. Je regarde si je reçois des questions par mail en même temps, parce que souvent on en reçoit par mail en même temps. Ok. Et du coup, alors oui, il y en a une là. Une fois que, si on fait une FIV, une fois qu'il y a eu une implantation de l'embryon, donc il y a eu une accroche, est-ce que, encore une fois, le pourcentage de fausses couches est supérieur chez les femmes qui présentent de l'endométriose ou de l'adénomiose? Une fois qu'il y a eu une accroche, est-ce que l'adénomiose peut aussi continuer à avoir un impact sur les premières semaines de grossesse, disons? Exactement, jusqu'à la semaine 10, D'accord. il y a donc plus de risques. Surtout voilà, la semaine 6, 7, 8, 9, il y a plus de risques. Après, si voilà, l'embryon est bien implanté, il n'y a pas donc de disons, impact sur la grossesse évolutive dès qu'on passe les premières semaines. D'accord. Donc à partir de la semaine 10, c'est bon. On va se retrouver dans le cadre d'une grossesse normale, entre guillemets, quoi, sans plus de risques À partir que... de la semaine 10 ou 12, donc dès qu'on a voilà, passé le premier trimestre, les probabilités sont beaucoup plus fortes, il n'y a pas de risque. Et c'est donc toujours le même qu'une patiente qui n'a pas ces diagnostics. D'accord, ok. Et à la clinique, est-ce que c'est cette échographie 3D dont vous parliez et tout ce qui est test diagnostic de l'endométriose ou de l'adénomiose, est-ce que ça fait partie des premiers tests que vous faites faire quand vous avez des patientes qui arrivent? Ou dans quel cas est-ce que vous suspectez une endométriose ou une adénomiose? Qu'est-ce qui va vous faire faire les tests? Est-ce que c'est systématique ou est-ce que c'est dans certains cas? Voilà, alors on essaye de le faire systématiquement. Mais sinon, surtout sur des patients qui ont échec implantatoire, patients qui ont une endométriose, c'est hyper important de nous rassurer avec un écho 3D et sinon un IRM que, voilà, confirmer si l'adénomiose existe ou pas. D'accord. Mais donc, c'est pas forcément systématique, c'est vraiment en cas d'échec d'implantation ou de fausse couche à répétition, c'est ça? Exactement. D'accord. Combien de femmes dans la population? On sait que l'endométriose, si je ne me trompe pas, c'est environ une femme sur 10. Exactement, c'est environ 15% de la population. D'accord. 15%. Et l'adénomiose, c'est plus faible? Alors, sur des patients de voilà, difficultés pour implanter, pour avoir voilà, de grossesse, sur des patients stériles, la probabilité c'est beaucoup plus forte. Donc, en général, à la population, voilà, c'est aussi 10%. D'accord, ok. Donc c'est beaucoup plus chez les personnes qui sont en parcours PMA, mais dans la population générale, c'est aussi 10%. Exactement. Est-ce que l'âge a un impact sur l'endométriose ou l'adénomiose? Alors, avec l'âge, donc ça va avancer, c'est-à-dire on risque d'avoir adénomiose et avoir des chirurgies sur l'utérus et avoir plus de 40 ans. Mais c'est pas que, voilà, c'est donc, on peut avoir des patients de moins de 40 ans toujours avec adénomiose. Oui, bien sûr. Ok. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y avait une autre question
qui nous était arrivé aussi, c'était est-ce que vous avez des recommandations, parce que vous avez parlé des traitements, non, de la chirurgie ou des traitements médicamenteux pour l'adénomiose et pour l'endométriose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les femmes qui sont atteintes d'endométriose et ou d'adénomiose peuvent faire au niveau du style de vie, au niveau de l'alimentation pour améliorer les résultats? Si on fait une diète anti-inflammatoire, ça va nous permettre aussi essayer le maximum, pas faire donc une progression agressive. Donc le principal, c'est donc s'il n'y a pas donc de désir d'enfant actuel, continuer donc avec la pilule progestérone en continu et se rassurer par rapport à la réserve ovarienne, etc. S'il y a un désir d'enfant et ça n'arrive pas après 6 mois, c'est donc déjà nécessaire d'aller consulter les gynécologues après 6 mois et identifier que le meilleur traitement, c'est faire un FIV, c'est faire un don de vol et voilà, identifier le meilleur traitement en fonction de préparation de l'endomètre. Mais voilà, toujours si on contrôle une diète anti-inflammatoire, ça va donc essayer à réduire la progression agressive de ces deux maladies. Ok, d'accord. Sachant que peut-être si jamais il n'y a pas de désir immédiat d'enfant, la recommandation en cas d'endométriose, en tout cas, ça serait peut-être de faire une préservation de la fertilité aussi. Exactement, c'est comme en général pour tous les patients de moins de 35 ans qui n'excluent pas les projets de maternité. Qui n'ont pas de projet de maternité immédiat, oui. Ouais, alors donc s'orienter vers la préservation est toujours encore plus recommandable sur des patients affectés de l'endométriose parce que avec le pass de temps, la réduction de la réserve ovarienne sera plus forte, sera plus agressive. Ok, d'accord. Ok. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Je ne sais pas, n'hésitez pas surtout. On a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, même des questions un peu plus sur votre cas personnel et particulier, poser Dr Garcia. Ok. Donc, vous avez dit une diète anti-inflammatoire, donc ça veut dire réduire le gluten, j'imagine. On parle du curcuma aussi, non, comme antioxydant, anti-inflammatoire. Exactement, réduire aussi les chocolats. Le chocolat, Voilà, essayer à contrôler tous les possibles aliments qui peuvent donc donner inflammation et qui peut donc voilà, faire l'endométriose ou l'adénomiose plus agressive. D'accord. Ok. Et il y a, au niveau du style de vie, bon, à part avoir un style de vie sain, est-ce qu'il y a autre chose Non. Non. C'est malheureusement des maladies sur lesquelles on n'a pas beaucoup de... Exactement. Pas beaucoup ouais, à part de la prévention. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Quelles sont les préconisations, recommandations une fois enceinte? Alors, la recommandation, c'est continuer toujours avec des contrôles voilà, par les gynécologues. Et après, c'est juste identifier s'il y a potentiellement quelques douleurs, aller donc à consulter avant. Parce que si jamais il y a des kystes de l'endométriose sur les ovaires, etc. Mais a priori, sur la grossesse, le risque n'est pas supérieur que par rapport à voilà, des autres patients. Elle dit notamment en cas de présence de fibromes à l'extérieur de l'utérus. Alors les fibromes, c'est pas donc voilà les sujets d'aujourd'hui. Les fibromes à l'extérieur, c'est juste si à une mesure extraordinairement forte, voilà, contrôler les symptômes de douleur, les symptômes donc voilà de possible altération
au niveau de la miction, au niveau du transit intestinal. Mais s'il n'y a pas de problème au niveau symptômes, il n'y a rien à faire. D'accord. De toute façon, si j'ai bien compris, pendant la grossesse, les symptômes d'endométriose diminuent beaucoup. Exactement, parce que le symptôme, c'est toujours par rapport au moment de règles. Comme il n'y aura pas de règles, voilà, les symptômes devront disparaître. Ok, donc en cas d'endométriose, de toute façon, il y a peu d'impact sur l'implantation en soi. Donc une fois qu'il y a eu une accroche, a priori, il n'y a pas plus de risque de fausse couche. En cas d'adénomiose, il y a un risque accru de fausse couche, mais à partir de la semaine 10, on peut être rassuré. Et en termes de recommandations sur la grossesse, se faire contrôler très régulièrement et contrôler l'apparition ou l'augmentation de symptômes si jamais il y en a. Exactement. Mais il n'y a pas plus de risque qu'une grossesse normale. Tout à fait. Normale, une grossesse sans adénomiose et sans endométriose. Tout à fait. Ok, j'espère que la question a été répondue. Sinon, n'hésitez pas à clarifier ou à reposer une question. On va attendre juste 1 ou 2 minutes pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres doutes. En tout cas, merci parce que c'était intéressant. Je pense que c'est effectivement des sujets qui sont très importants parce que 10% de la population, c'est pas rien. Et c'est une vraie cause d'infertilité ou de difficultés dans les projets de bébés. Est-ce qu'il y a une différence? La dernière question peut-être que je vais poser moi, c'est est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que l'Espagne apporte quelque chose de différent par rapport à la France sur des projets de grossesse en cas d'endométriose et d'adénomiose? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a pas mal de patients qui viennent chez moi et qui n'ont pas le diagnostic d'adénomiose. Donc, voilà, je transmets cette recommandation très forte de faire écho 3D sur des cabinets experts ou IRM, parce qu'il y a pas mal de patients qui me disent non, tout est bien à l'utérus. Alors, je lui explique que ce n'est pas évident le diagnostic d'adénomiose. Et voilà que grâce à ça, on peut donc élaborer un traitement individuel. D'accord. Donc, il y a une simple échographie ou un simple contrôle gynécologique n'est pas suffisant pour diagnostiquer l'adénomiose et il est important de faire une écho 3D ou une IRM. Tout à fait. Ok. Mais en Espagne, mis à part peut-être un peu plus de sensibilisation, du coup, enfin si, de toute façon, les techniques de PMA sont très pointues, donc les laboratoires sont très bons, donc on obtient de bons embryons, etc. C'est peut-être ça aussi la différence. Tout à fait. Ok. Eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, si jamais il y avait des questions, vous pouvez nous les envoyer alors, donc sur le profil Instagram de mes réponses sur la fertilité. Vous pouvez nous les envoyer en message privé et on les fait passer au docteur Garcia de la clinique Temple ou alors directement en contactant la clinique pour poser vos questions et pour éventuellement avoir une première consultation en ligne, au moins déjà en visioconférence avec le docteur Garcia. Exactement. Donc, je vous remercie de nous donner l'opportunité de parler, de poser cette situation qui affecte pas mal de patients, qui affecte aussi le résultat de leur cycle de FIV ou de ovoule. Et voilà, en tout cas, je vous encourage à nous transmettre vos possibles questions et bien sûr, on va vous aider. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée à toutes et surtout bon courage à tous et à toutes. Et merci, docteur Garcia, pour cette présentation et pour votre temps. Merci à vous en tout cas et très bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.